Salut tout le monde, c'est Isofy et bienvenue dans cette vidéo vlog d'Octogone. Je fais cet intro rapidement juste pour signaler que finalement, je ne suis pas un vlogueur, donc j'ai pas les habitudes parfois de certains vlogueurs à absolument tout filmer. Donc ponctuellement dans la vidéo, je vais revenir ici, là, dans ce cadre, pour pouvoir vous raconter des choses que j'ai complètement zappé de vous dire. Et notamment, l'introduction, tout simplement. Allez, on se retrouve du coup maintenant à Octogone et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que il y a vraiment du lourd à la fin, vraiment. Un jeu qui promet. On est à Octogone avec mon bras droit que je ne vous montrerai pas. Et pour le moment, on fait que se balader. On va découvrir de temps en temps quelques jeux dans la convention, mais pour le moment, on se balade. Toujours à 14h. J'attends 14h pour pouvoir présenter les meilleurs jeux du monde. Voilà, tout simplement. Ah, c'est rigolo. Oui, mais il le fait pas. En fait, en soi... Ah, mais ils ont les nouveaux en fait. Tu vois, il y a même le livret de magie. On dirait des boîtes de God Tier. Je sais pas si c'est bien. Tu sais si c'est bien, je l'achète. Hein. Franchement, on risque pas grand chose si c'est proche de God Tier. On dirait God Tier. Je crois que c'est un espèce de Blood Bowl en fait, version Skin for All. C'est stylé. En fait, je comprends les puristes entre guillemets qui disent ça doit se passer que dans la tête, mais pour moi le côté visuel est trop important. Tu vois, ils le mettent pour les combats et finalement c'est une bonne idée quoi, parce que pour les combats c'est génial. L'idée est cool. Pour le reste, moi je suis d'accord, pour le reste on s'en fout. Mais alors les combats, franchement c'est génial. Alors après, il n'y a pas... Là, c'est que l'univers fantasy, tu vois, mais... Je veux dire, ça pour du RuneQuest tout le temps, pour du Donjons et Dragons, pour tout ce qui est fantasy, en fait. En fait, c'est ah oui, c'est pas forcément tu mets des figues, quoi. Ah oui, d'accord. En fait, à mon avis, tu peux écrire avec, et du coup, tu peux effacer dessus. C'est génial. Après ce petit tour dans le salon, on a voulu se poser un moment et malheureusement on voulait manger, mais dans les conventions à midi, il y a plein de monde d'un coup sur les stands pour manger, donc c'était très compliqué. Alors on a décidé de se poser à un endroit où on pouvait jouer à un jeu et en faisant le tour, j'ai remarqué qu'il y a un jeu que je connaissais. Que je connaissais parce que j'en vois la pub de partout sur Facebook et Instagram, ce jeu c'est Redwood. En ce moment sur Kickstarter, il est fait par Christophe Rimbaud et il va tout de suite nous le présenter. En plus de ça, là c'est un Kickstarter, moi c'est la première fois que je fais un financement participatif. T'as des Kickstarter qui peuvent pas sortir le projet autrement parce que t'as des kilos de figurines. Moi je voulais pas de figurines à la base dans le jeu. Il se trouve qu'il y en aura et elles sont super jolies et il y en a pas 50, il y en a 8 de figurines dans le jeu. Donc c'est pas un jeu qui est... Il est pas sur Kickstarter parce qu'il y a des figurines. Il est vraiment sur Kickstarter parce que la politique de Sit Down, donc il y a un éditeur belge, c'est justement d'utiliser le Kickstarter pour faire parler du jeu avant qu'il sorte et voir aussi de pouvoir sortir le jeu dans une proportion qui dépend de l'attente du jeu. Donc là le jeu il sortira pour les backers, donc ceux qui auront supporté le jeu ils le recevront normalement en juin l'année prochaine et c'est en septembre pour la sortie boutique classique que je vous en parle. Le but c'est de prendre des photographies. Alors là ça depuis le tout début j'apporte beaucoup d'importance au fait de trouver une mécanique qui va matcher vraiment bien à un thème. D'ailleurs j'ai appelé mon père, moi je suis pas photographe moi-même vraiment, mais mon père a toujours fait beaucoup de photos et du coup je l'ai appelé un jour, je lui ai dit parle-moi de photographie, comment ça se passe quand tu prends, enfin toi en tant que pas professionnel mais en tout cas amateur confirmé, qu'est-ce qui est important pour toi en termes de lumière, nanana, et il m'a essayé de m'expliquer plein de trucs. Alors c'est hyper technique et du coup la difficulté sur un jeu de société c'est de réussir à trouver l'essence, c'est-à-dire qu'est-ce qui va te faire penser au truc sans que ce soit trop simulationniste, parce que si tu rentres dans de la simulation, typiquement si tu rentres dans des durées d'obturation, si tu rentres dans des trucs comme ça qui sont hyper techniques, qui sont hyper intéressantes,
mais en fait tu vas perdre la moitié des joueurs parce que c'est trop complexe. Et donc ce que j'ai gardé dans ce jeu, c'est principalement le placement tactique, c'est-à-dire réussir à se placer par rapport à ce que tu as envie de prendre en photo et de réussir à prendre le bon angle de vue, parce que du coup tu as différents objectifs sur un appareil photo, donc des téléobjectifs qui permettent de prendre très très loin mais du coup sur un champ de vision très restreint, ou l'inverse, des trucs quand tu fais la photo macro où là c'est vraiment tu prends presque pas à 360 mais presque tout autour de toi, et pour le coup tu peux pas prendre très très loin. Donc là c'est vraiment l'idée. Donc on est Redwood, c'est un parc animalier américain, donc c'est un parc en fait naturel, et à chaque tour je vais faire deux choses. Je vais prendre un déplacement et un gabarit de photo. Alors normalement on fait jamais ça, hein, là c'est pour les besoins du spectacle, hein. On va faire ça et je vais prendre ça. Là, ça va foirer mais c'est pas grave. Je vais mettre mon petit gabarit ici, hop. En gros je le déplace comme je veux, ça me permet de savoir à quelle distance je vais me déplacer sur le plateau. Ce qui se passe c'est que j'ai pas le droit de passer sur un autre animal pour le déranger évidemment. Imaginons je viens là, j'ai un deuxième pion que je viens mettre par dessus le premier, hop, j'enlève la réglette, je me suis déplacé et maintenant je passe à la photographie. Et alors là c'est le drame. Alors là c'est super foiré là. Je vous avais prévenu que c'était compliqué. L'objectif c'est que si je veux prendre un animal en photo, il passe entièrement sous mon objectif. Donc là c'est complètement foiré. Il aurait fallu prendre par exemple, je vais en prendre un autre. Alors j'ai pas le droit de faire ça, hein, là c'est pour vous montrer, mais là ça m'aurait permis de prendre l'animal en photo. Imaginons que je décide de prendre ma photo comme ça. Je vais prendre la petite ficelle ici, ça me permet de savoir à quel endroit sur le bord du plateau je vais prendre ma photo. Donc là on voit que mon arrière-plan ça va être la zone bleue. Du coup ça veut dire que je vais prendre cette carte là qui est donc la zone bleue, c'est la zone où il y a la rivière, et du coup ça va être mon arrière-plan de ma photo. Et ensuite je vais mettre les éléments que j'ai réussi à prendre sur ma photo. Et en plus il y a des contraintes supplémentaires sur le côté. Donc ici on a une carte qui nous dit si on réussit à prendre un élément en dessous de ce petit point qui est troué ici là, et bien ça me fait un point supplémentaire. Là donc j'ai réussi à avoir un point supplémentaire. Et donc ils ont un petit hexagone, c'est pour éviter qu'ils bougent en fait. Ils peuvent pas bouger comme ça parce que c'est un peu le problème des jeux d'estimation, c'est que si vous faites pas gaffe, vous pouvez faire valdinguer les pions. Donc là sous les pions on met du néoprène pour éviter que ça bouge trop. Après il est toujours possible de pas faire attention et bouger, mais ça c'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est qu'il y a une notion de fair play. On va essayer aussi des fois ça passe pas exactement, et est-ce qu'on l'accorde ou pas, des fois ça va être un tout petit peu limite. Le jeu est plutôt intéressant, il y a finalement une petite interaction avec notamment le fait de se rapprocher en fait des autres joueurs. On peut pas passer à travers eux et on ne peut pas les photographier. Si on les photographie, on peut pas. Donc là je suis en train d'emmerder mon ami avec qui je joue. Tu m'emmerdes. Là je l'emmerde bien parce qu'il aimerait bien aller un peu plus à gauche, et il m'a poussé d'ailleurs. Pour un jeu que j'arrêtais pas de voir sur Facebook, en promotion sur Facebook, en pub sur Facebook, ça fait plaisir de pouvoir le tester ici à Octogone. Ce jeu s'appelle Redwood, il sort sur Kickstarter du coup le 4 octobre. Mais en tout cas il est sûrement en ce moment sur Kickstarter, alors allez-y. Et l'auteur, si vous l'avez pas remarqué, c'est l'auteur de Colt Express et de Sandwich, pas un petit auteur quoi. On a mangé, on est bien, et du coup c'est bon, c'est parti pour Planète Apocalypse. On a trouvé 3 joueurs qui étaient intéressés par le jeu, ils ont bien commencé. Ça prend un peu de temps parce que le jeu est velu, mais en tout cas Peterson Games est à Octogone. La séance présentation de Planète Apocalypse s'est très bien passée, ça nous a pris à peu près 3 à 4 heures parce qu'en fait il y a 3 personnes qui sont venues au début et puis 2 autres personnes qui sont arrivées plus ou moins au milieu. L'avantage de ce jeu c'est qu'on peut ramener des gens au milieu, mais malheureusement ça demande de réexpliquer les règles et du coup ça prend un peu de temps. 3 à 4 heures c'est pas mal long, on a dû expliquer les règles, les réexpliquer, et puis surtout les gens doivent s'habituer au jeu, qui est un jeu qui est pas forcément le plus simple au premier abord. Il est surtout foisonnant de plein de choses, mais en soi les mécaniques sont très simples. Mais malheureusement, malgré leurs efforts, ils ont perdu. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Je vous ai dit que c'est souvent le cas avec Planète Apocalypse. La première partie, on la perd souvent. Après cette présentation de PA, on a rangé, on a refait un petit tour dans Octogone parce que c'était presque la fin de la journée. Mais avant de quitter la convention ce premier jour, on est allé voir quelqu'un qu'on m'avait conseillé d'aller voir pour tester un de ces jeux qui s'appelle Unicorns. Vous avez des plateaux licornes, sur lesquels on va placer des tuiles goût qui vont expliquer ce que vous aimez. Vous avez tous un deck qui est composé de 10 objets musicaux, d'accord? C'est le même deck. À chaque manche, vous allez jouer à tour de rôle une carte cadeau, d'accord? Jusqu'à en jouer 3. Et ensuite, on va résoudre le plateau. Donc, si quelqu'un joue ça, ça va faire progresser ta licorne de 1 case. Ensuite, on va regarder là, elle va progresser de 3 cases. Et là, elle va progresser de 2 cases, ok? Donc, si on prend ta licorne bleue, ça ferait une progression d'1 case, ok? Il ne se passe rien. 2, on a dit 3 cases. Donc là, 4, ça correspond à 2 étoiles. Mais c'est pas toi qui gagne les étoiles, c'est le joueur qui t'a fait
ce cadeau. Vu que c'était la fin de journée et que je pense que j'étais très fatigué, je n'ai pas pensé à faire un petit retour sur Unicorns, alors c'est parti. Unicorns c'était très sympa et il est pas forcément le plus évident à aborder au début. Moi déjà j'ai eu une difficulté supplémentaire, c'est que comme j'ai voulu vous filmer ces quelques images, eh bien j'ai très mal écouté les règles et ça m'apprendra vraiment. Unicorns c'est un jeu de programmation en fait, mais les programmations vous les faites sur les autres joueurs et vous essayez de récupérer des points par rapport à l'avancée des autres licornes des joueurs. Du coup c'est un jeu qui est pas forcément le plus simple, qui se joue assez rapidement, assez facilement. La seule question que je me pose c'est à qui s'adresse ce jeu, parce que pour des enfants pour moi il est trop complexe et pour des gros joueurs il est pas forcément le plus intéressant, on va pas y retourner beaucoup. Même si c'est vrai que le fait qu'il soit très rapide et très fluide rend le jeu finalement assez attrayant. Trêve de bavardage, on va tout de suite enchaîner par le deuxième jour à la convention. Deuxième journée, on va tester le transpersonnage qu'on avait déjà croisé hier. On a hâte et c'est parti avec l'auteur du jeu carrément qui est présent. Classe haute, classe basse et classe moyenne, vous vous mettez où vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme classe? Couleur Chaque que vous joueur préférez. moi, je suis combiné. Allez, ouais. L'aristocratie. Ouais, il est de droite. Je suis de droite. Il est de droite. Alors là, le jeu, il se base sur le tome 1 de la BD Transpersonnage. Là, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'humanité. On sait que la Terre est complètement gelée, qu'elle est froide, etc. Et la seule façon de survivre, c'est d'être dans le transpersonnage. Et donc là, vous allez justement devoir collaborer entre vous pour arriver jusqu'à un certain point de la destination qui représente un petit peu la fin de la BD, qui est la continuité de la BD, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer après. Ce que vous savez, c'est que les seuls survivants de l'humanité sont avec vous dans ce train et qui roulent indéfiniment en faisant le tour de la Terre. Et le fait de tourner comme ça crée un petit peu de la chaleur et qui va vous permettre de survivre à l'intérieur du train. Ensuite, pour le jeu, c'est un semi-coopératif 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 1h30 à 2h. Ça dépend du mode de difficulté. C'est symbolisé justement par les petits drapeaux qui sont là et ça vous permet de choisir un petit peu la longueur de la partie et la durée de la partie. Ensuite, donc comme je disais, c'est un jeu semi-coopératif. Pourquoi ? C'est parce que vous allez chacun jouer une classe. Donc il y a la classe haute en bleu, la classe moyenne en verte et la classe basse en rouge. Les classes, elles vont être réparties au départ au hasard. Si vous êtes 4 ou 5 joueurs, en fait, il y a d'autres classes moyennes qui vont se greffer. La classe haute, comme dans la BD justement, c'est la classe un petit peu de luxe. C'est ceux qui ont eu les wagons première classe, qui ont un petit peu plus de luxe dans leurs wagons, plus de nourriture, plus de tout, et ils vont diriger le train. Leur but principal, du coup, ça va être justement de diriger le transpersonnage vers la fin de partie, qui est symbolisée par ce jeton, et vous allez avancer jusqu'au soleil. Si vous y arrivez, vous gagnez la partie. Il y aura un de vous qui gagnera un peu plus que les autres, qui sera le chef à bord. C'est celui qui aura eu le plus d'influence. Pendant la partie, il y aura différentes actions que vous allez faire, principalement pour coopérer, survivre et faire avancer le train, mais aussi des petites actions un peu plus personnelles qui vont vous faire gagner de l'influence. Principalement, c'est la classe haute qui va pouvoir en faire. Donc il a une action qui s'appelle se détendre. Il va organiser un banquet et les passagers du train vont être contents grâce à ça et il va gagner de l'influence. Les autres, pour gagner de l'influence, ils vont pouvoir se révolter et prendre ta place. Ils vont en gagner en réussissant leur révolte et ensuite ils vont en regagner en organisant eux-mêmes. Bon messieurs, maintenant on est en classe haute, on va pouvoir bouffer, picoler, faites-vous plaisir, et là il va gagner de l'influence. Donc tout le sel du jeu, ça va être justement la semi-coopération. Vous allez devoir jauger entre tel moment, il faudra coopérer entre vous et pas vous faire des crasses pour survivre, parce que sinon vous allez perdre la partie tous ensemble, et arriver jusqu'au bout, mais être un petit peu le premier, donc prendre la place, gagner des points d'influence, etc. Il va y avoir donc la classe haute, comme je disais, qui est là pour diriger les autres. Ils vont pouvoir un petit peu leur taper dessus, taper sur ceux en dessous, et surtout ils vont aussi diriger la loco. La classe moyenne, elle est là pour surtout faire des ressources et être un petit peu le tampon entre vous deux. Donc ils vont fabriquer de la nourriture et des matériaux. Nourriture qui vont servir parce qu'à chaque tour les passagers vont manger, et les matériaux c'est pour réparer les dégâts que vous allez subir pendant le voyage. Et enfin la classe rouge, eux ils vont avoir une importance cruciale pour la vitesse du train. C'est les seuls qui vont pouvoir faire augmenter la vitesse du train en brûlant du combustible. Ils vont aussi pouvoir fabriquer de l'énergie avec cette même vitesse et de l'alcool
L'alcool qui va servir à résister au froid, d'une part, et aussi pour gagner des points de victoire pour toi en classe haute. Parce que pour faire un banquet, on n'a pas d'alcool sans... Voilà. Donc tu vas devoir un petit peu soit négocier avec lui pour qu'il te donne de l'alcool et que tu sois gentil avec lui, ou alors, s'il veut pas, bah tu le tapes dessus jusqu'à ce qu'il te le donne. C'est à toi de jauger l'équilibre. C'est de la programmation d'action. Les cartes, elles sont juste là pour représenter ce que vous pouvez faire dans votre classe. Le transperce-neige, moi, j'ai bien aimé, mais il y a vraiment un côté très très étrange, mais à la fois très jouissif. Là en l'occurrence, moi j'ai joué la classe haute, donc ceux qui ont l'argent, mais qui ont surtout peu de choses, mais beaucoup de moyens pour négocier, notamment des armes. Et les autres, en fait, ils ont beaucoup plus des matériaux, etc. Donc il y a vraiment ce côté où les joueurs vont vous détester, mais en même temps, ils doivent être avec vous pour finir la partie, parce que sinon, si vous mourrez, bah, tout le monde meurt en fait dans la partie. Donc il y a vraiment ce côté semi-coopératif, je l'ai jamais vu. C'est vrai que j'ai jamais vu un jeu coopératif, un semi-coopératif de cette manière-là. En fait, j'ai vu du semi-coopératif comme l'Insondable, comme Nemesis, mais finalement c'est du semi-coopératif en mode juste les autres ont des objectifs différents et puis on verra quoi. Là c'est vraiment, il faut que tout le monde gagne ensemble. Et à la fin, c'est celui qui a réussi à tirer le plus d'épingles du jeu de son côté. Je conseille ce jeu si vous le voyez en convention, et j'ai vraiment hâte de voir la version finale pour les petits trucs qui vont changer, etc. Notamment, le petit défaut qui a été relevé, c'est surtout l'iconographie. En fait, il y a une habitude à prendre au niveau de l'iconographie qui prend peut-être deux tours. Le timer pour les discussions, ça peut être une bonne idée, parce que là, il y a un moment où ça a pris du temps quand j'étais un peu... comme je suis méchant, je l'ai menacé. Jeu sympa, du vrai semi-coopératif, je trouve, qu'on n'a jamais vu. Et à suivre, vraiment. L'idée aujourd'hui, c'est de tester plein de jeux, et en testant plein de jeux, on va tester des jeux gros, des jeux petits, etc. On a aujourd'hui pas mal de jeux, et notamment là, on vient de faire un jeu qui s'appelle Le Bon Pion, petit jeu tout public, donc qui est même dans le prix Protogone, donc jeu prototype. Et le principe est simplement de faire déplacer des pions sur un plateau. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quelle est la couleur du pion. Le pion a une couleur qui est cachée sous le pion, donc c'est pas forcément évident de savoir laquelle c'est. On a des actions qui permettent de voir le pion, des actions qui permettent de la déplacer, etc. Bref, c'est assez bordélique, et surtout les autres joueurs peuvent carrément nous faire perdre le pion qu'on avait trouvé. Donc c'est un jeu de mémoire tout en étant un jeu d'ambiance, et c'est vraiment un gros bordel, mais du coup ça devient très très drôle. Et il y a un peu ce côté de Love Letter où finalement on s'en fout de gagner. On s'en fout parce que le but c'est d'essayer de s'en sortir avec le hasard et le chaos qu'on nous balance en plein milieu pour essayer de gagner. Mais ce côté mémoire du fait qu'on va souvent mélanger les pions ensemble, etc., ça va devenir horrible, mais très drôle, et c'est ça qui fait tout le charme du jeu. J'ai plutôt pas mal apprécié. À la base, on voulait tester plein de jeux Octogone, pour les prix Octogone ou Protogone. Vu le temps que ça prend, c'est pas forcément évident. Et surtout, en fait, là, il est 14h40 et la fin des tests pour les votes, eh bien, c'est à 16h30. Ce qui fait que, pour le moment, les auteurs privilégient les gens qui ont déjà joué à plein d'autres jeux. Malheureusement, ça sera compliqué, mais on va essayer d'aller faire un peu autre chose. On a finalement trouvé un auteur qui nous laisse jouer à son jeu, enfin pas un auteur, mais un éditeur en tout cas qui nous laisse jouer à son jeu. Et on vient de trouver Radlands. Radlands, un jeu d'affrontement avec des cartes, avec un principe de colonne, avec un principe d'eau qui représente plus ou moins du mana. C'est fourbe pour le moment, mais après ça va, on n'est pas encore allé trop loin. Petit ressenti, qu'est-ce qu'on a comme ressenti finalement? C'est très rapide déjà. C'est du gros combo où il faut réussir à... Ouais, il y a un moment je t'ai fait peur, et finalement toi en ayant posé notamment tes 3 punks et tout, tu t'es bloqué comme pas permis. Et puis à des moments en fait j'avais des super bonnes cartes, mais le fait de poser une carte, tu peux pas l'utiliser tout de suite, c'est très très bizarre, mais ça t'aurait mis mal. Là j'avais une carte, ça lui mettait un dégât sur tous ses camps, et le but c'est de détruire les 3 camps adverses. Du coup ça peut être très vilain comme carte.
Ça coûte très cher, mais ça fait très mal. Moi, ça me tente. Moi j'ai envie d'en refaire, tu vois, des jeux comme ça. Après, ça doit pas être cher. J'irais bien voir le prix, tu vois. Ah, j'irais bien voir le prix. Oui, eh bien, le problème, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Quand je revois ces images, je me dis que finalement, j'ai été assez léger sur mon avis sur Radlands. Radlands, c'est très efficace. Je ne sais même pas pourquoi on n'a pas rejoué, parce qu'en fait, la seule chose que j'avais envie, c'est de rejouer au jeu. Peut-être qu'on voulait se presser pour le reste de la journée. Mais vraiment, Radlands, ça m'a beaucoup plu. C'est très efficace, c'est très rapide. La gestion de l'eau et donc du mana plus ou moins est très intelligente, et le fait de poser une carte mais de pas pouvoir s'en servir tout de suite, ça rend le truc beaucoup plus tritrage de cerveau. Et comme les parties ne sont jamais les mêmes parce que les 3 camps de chaque côté ne sont jamais les mêmes à chaque partie, ça va vraiment renouveler le jeu, et pour un jeu qui dure à peine 20 minutes par partie, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et donc le jeu n'est pas sorti, mais il sortira très bientôt chez Lucky Duck Games. Là, c'est les moments de flottement. On ne sait pas quoi faire. Il y a plein de trucs, il y a trop de trucs. On veut tout tester, mais on peut pas tout tester. Quand on a des coups de cœur, on peut pas les avoir. Genre Radlands, qu'on n'a pas trouvé, du coup, parce qu'il est pas sorti, en fait, tout simplement. Après, c'est vrai que j'ai pas acheté du RuneQuest quand même. Faudrait que j'achète du RuneQuest. Sinon, quel intérêt d'avoir autant de RuneQuest devant moi? Je me rends compte qu'en fait, en convention, à moins d'avoir un planning chargé avec un jeu qu'on joue, je sais pas, à chaque fois qu'on en a fini un, ce qui est quasiment impossible, eh ben c'est pas facile d'enchaîner les jeux. Là, j'ai loupé une partie de jeu, c'est pas grave, en soi c'est pas grave, mais il y a une petite frustration à se dire, j'avais prévu de jouer à une dizaine de jeux, et je crois qu'on a testé 4h30. Donc 4h30 déjà, je vais aller voir le stand dont on m'a parlé, enfin le stand que je voulais faire tout à l'heure, et je vois qu'il y a déjà de nouvelles personnes. Je me suis fait avoir. Là, nous avons un jeu avec une lune magnifique, merveilleux. Un jeu d'affrontement et d'exploration. Moi, ça me parle. Un autre Kickstarter qui s'appelle Animal Catraz. Mais ouais, dans les prototypes, il y a quand même pas mal de trucs qui ont l'air cool. Là, il y avait le artefact qu'on voulait tester. On pourra peut-être le tester, hein, il reste encore du temps. Mais il y avait un Mass Effect Explorer, donc un jeu de coop dans l'univers de Mass Effect. Donc ça peut être intéressant de voir si la licence peut nous convaincre ou pas. Mais là, il y a un peu de place à certains endroits. Je vais essayer de voir si on peut jouer. J'attends juste la fin de partie de mon acolyte qui m'accompagne et qui m'assiste dans tout ce voyage. Et là, on arrive au point que je vous demandais d'attendre dans cette vidéo. Car après avoir fait ce tour où j'ai vu plein de jeux que j'aimerais tester, mais que avec le temps qui restait, je ne pouvais pas le faire, je suis allé voir le fameux stand Artefacts où Franck Beauvais, l'auteur du jeu, ne pouvant pas me faire une partie, m'a quand même présenté le jeu avec mon ami. Et voici cette présentation, et vous comprendrez pourquoi je pense que ce jeu mérite beaucoup. Le jeu ici, donc on produit les pièces, après on va les installer, donc il y a des mécanismes, donc à chaque tour on va avoir 2 dés qui vont faire alpha et bêta. Je t'épargne le système, et en fait chaque module va marcher par une lecture de alpha et bêta. Par exemple, là ça va être juste le chiffre alpha, là ça va être juste le chiffre bêta, là ça va être les coordonnées de faire alpha et bêta. Et chacun des modules, il y en a 14, lise à chaque fois alpha et bêta différents, et si tu veux c'est à chaque fois des petits jeux, et chacun des petits jeux rajoute une paramétrabilité sur l'artefact et sur la machine, et sur comment tu pourrais gagner le tournoi d'artefacteur. Si je rajoute celui-là, celui-ci par exemple, ça c'est le fortifieur, donc avec ça on va avoir un jeu avec la soustraction, et notre dé va se déplacer, etc. Toi c'est alpha moins bêta, donc là ce serait moins 2, tu vois, et donc ça va tu vas mettre des dés, et à un moment tu vas les verrouiller, et ça va définir ton nombre de points de vie. Donc si on joue sans ça, tout le monde a le même nombre de points de vie. Si tu joues avec ça, alors il y en a un qui aura peut-être 80 points de vie, l'autre aura 35. Mais celui qui a 35, il aura mis ses billes dans une autre chose, dans sa machine, tu vois. Ça c'est le niveau segment 1, c'est 6 pages de règles, et j'y joue avec mon fils de 7 ans. Tu vois, ici en fait, dans le laboratoire, là tu vois ici, on va mettre des pièces, on fait qu'on appelle des géodes élémentaires, elles vont se croiser dans la machine, et elles vont finir par fusionner. Donc tu vois, ça c'est une géode de fusion entre l'eau et l'air. Et alors maintenant, au lieu de faire des dégâts d'attaque, tu vas faire des dégâts avec des pouvoirs. Genre repousser l'adversaire, l'aspirer vers toi, faire une bombe, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, c'est ça. Un autre truc, par exemple, normalement on tire tout droit dans le jeu, mais avec ce truc là, tu vas pouvoir, ici on va mettre un plastique transparent, tu vois, et en fait on prend la multiplication des dés et on trace des schémas, et en fait tu designs où est-ce que tu tires. D'accord. Par exemple, ça permet de faire
des râteliers, tu vois, d'un tir qui se divise en plusieurs. Bon, passer par-dessus les obstacles, oui, ou bien par exemple un canon qui va tout droit et un autre canon qui va taper la même case mais sur le côté. Tu vas pouvoir acheter des technologies. Ici tu as une rivière, tu vois, avec des technologies et ça va moduler à chaque fois. Et ces technologies, elles vont donner des propriétés à ta machine. Par exemple, faire des hologrammes, par exemple, avoir des drones, par exemple, agrandir ta figurine ou la rétrécir, passer d'un côté du plateau à l'autre côté du plateau. Ah ouais, d'accord, avoir des champs magnétiques de pliés du supérieur. Des choses comme ça. Exactement, tu as des trucs de tunnel et il y a 53 technologies différentes. Je te dis, hein, j'ai mis 8 ans pour faire le truc. Non mais ça a vraiment l'air d'être On appelle ça un monster game, mais Ce qui est fou, c'est que c'est un mastodonte. tu peux le couper. Mais là, tu vois, tu disais, je joue avec ma fille de Mon fils, ouais, j'ai des garçons. voilà, de 7 ans. Tu dis, c'est la même durée plus ou moins selon les configurations de jeu. Oui, parce qu'en fait, ça dépend de l'énergie. Donc quand tu joues ici, en fait, normalement, t'as un jeton et tu dis je vais faire cette action-là. Et en fait, tu vas payer de l'énergie, tu vois. Sinon, bleu voulait faire ce truc, alors il devrait payer 2 d'énergie parce qu'il y a quelqu'un qui est devant. Et maintenant, si jaune voulait déplacer ce jeton-là, comme ça par exemple, alors il paye tous les jetons qui sont au-dessus de lui aussi, donc il paye aussi des trucs. Donc, mais le fait est qu'on ne peut pas jouer sur soi-même, donc quand je fais ça, j'empêche bleu de venir faire ce module. Pose d'ouvrier quoi, pose d'ouvrier avec des contraintes, quoi, comme ça. Tu peux avoir ici le géomancien, tu vois, le géomancien il permet de faire des événements dans l'arène, donc c'est toi qui dois les construire. Tu as même montré que j'ai montré à aucune personne. Donc en fait tu vois, normalement on a des cartes comme ça, on en a plusieurs, et en fonction de alpha ou bêta, tu vois, tu essaies de compléter la carte. Donc là tu vois j'ai un 4, donc quand je le fais, je remplis et c'est tout allumé, alors elle devient active. Et elle fait des effets pour l'arène. Et donc dans l'arène, tu vas l'utiliser. Et ça va être des effets généraux pour tout le monde. Par exemple, ça c'est légèreté. D'un seul coup, tout le monde va beaucoup plus vite et plus facile pour se déplacer. Ouais, donc c'est un bonus pour nous, mais en même temps pour les autres. Il faut réfléchir à ce qu'on donne. Quand est-ce que tu le places pour que ce soit à ton avantage. Terraformer, ici, il te permet d'avoir des balises ou des tourelles qu'on va mettre dans l'arène. Donc ça, par exemple, c'est des appareils de transport. Donc ça, c'est un décélérateur, un accélérateur. Quand tu passes à côté, tu améliores ton mouvement, là, tu ralentissement. Là c'est un pushback, donc quand tu vas dessus, hop, ça te permet. Et comme déjà l'année dernière j'ai fait un Kickstarter pour le jeu, mais comme moi je suis un créateur, je suis pas un super marketeur, tu vois, j'ai pas donc j'ai pas beaucoup de visibilité, je suis pas très, bon pour le commerce, etc. Comme ça. Et ça avait pas marché. Et donc j'avais 250 personnes. Mais ça suffisait pas pour financer. Et il y a aussi, parce que ça devait être fait en Chine, tu vois aussi. Donc aujourd'hui, par exemple, en fait, s'il avait marché mon truc, aujourd'hui j'aurais été vraiment très mal parce que je sais pas si tu sais, mais les prix des containers, ils ont fait x11 et donc là je pourrais même pas ramener les boîtes depuis la Chine jusqu'ici. Là, de pas y avoir joué, c'est un peu frustrant quelque part, mais. C'est frustrant de voir tout ça et ouais. On a envie de. Mais après l'heure là, c'est pas possible. Mais c'est le genre de truc que j'ai grave envie de mettre en avant. Vous avez vu quelques petits passages comme ça, mais c'est impressionnant. Ça fourmille de plein de petites choses, mais le gros point qui ressort finalement, c'est un gros jeu. Mais c'est aussi pas un gros jeu. Vous pouvez avoir un petit jeu très facile avec 3 actions possibles, enfin pas 3 actions mais 3 types de possibilités, mais vous pouvez en avoir jusqu'à 21, c'est ça ? 21 trucs de plus, 21 modules au total. Votre jeu se transforme en pose d'ouvrier, en planification, en gestion de ressources, en affrontement. Là, on a vu tout à l'heure la gestion des combats avec les dés. Vous pouvez les placer avec une face sur le dessus, une face sur le dessous, et toutes les faces sur le côté vont aussi avoir une influence. Le jeu fourmille de détails, fourmille de possibilités, et vraiment, allez voir Artefact un petit peu sur leur page Facebook. Il y aura des précommandes lancées dans pas longtemps. J'essaierai quand même d'en faire un petit peu la promo parce que je crois au projet vraiment, et cette personne aime son projet du plus profond de son cœur et ça se ressent, et on sent que c'est pas fait pour l'argent, parce que s'il avait voulu faire ça pour l'argent, il y aurait clairement eu beaucoup moins de chances, beaucoup moins de choses dedans. Donc vraiment allez-y, ça vaut le coup. Et là on va finir la convention du coup. On a fait moins de choses qu'on aurait voulu faire, mais en même temps on peut pas tout faire. C'est ça qui est compliqué. J'espère que vous avez apprécié cette petite journée en ma compagnie. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis salut.